Voilà, l'enregistrement est lancé. Ah, Olivier! Bonjour, Olivier! Ah, mais oui, moi j'ai besoin de vous voir, j'ai besoin de sentir que vous êtes avec nous. Ok, pas de souci, Sylvia. L'enregistrement est lancé. Vous n'êtes pas obligé de laisser vos caméras pour l'enregistrement si ça vous met mal à l'aise. Il n'y a pas de problème. Normalement, j'ai épinglé ma vidéo, donc normalement, on ne devrait me voir que moi sur l'enregistrement. Mais je crois que quand vous prenez la parole, si vous voulez prendre la parole après, je crois qu'on vous verra. Mais encore une fois, la vidéo ne va être diffusée que dans le cadre du replay aux membres de ma communauté, de ma newsletter. Donc, je ne vais pas vous diffuser sur les réseaux sociaux. Donc, sentez-vous à l'aise et tranquille. Alors, on se retrouve ce soir. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu dans les mails que vous recevez chaque jour, que vous allez encore recevoir chaque jour. On est en train de vivre ensemble les portes ouvertes de l'Académie des parents inspirants. Et comme je vous l'ai dit par mail, c'était important pour moi de vous offrir un accès complet à mon monde, à mon univers. Et dans mon monde et dans mon univers, je n'enregistre plus les programmes que je délivre toute seule face à ma caméra parce que ça m'ennuie. Donc, je les enregistre avec les membres de l'académie, donc Mélanie, entre autres, Bertrand, qui sont là, qui sont membres des rencontres inspirantes ou de l'Académie des parents inspirants. Et puis d'autres que vous allez aussi retrouver jeudi soir. Voilà, j'ai une vraie envie depuis quelques mois d'être en contact avec vous, de pouvoir, oui, vous partager mes connaissances, mes compétences, mais de le faire en live. Et on a la chance que l'informatique nous permette aujourd'hui de le faire. Bertrand est en Finlande, Mélanie est à Montpellier. On peut se trouver un petit peu partout et être ensemble quand même. Donc profitons de ça, c'est tellement important. Donc voilà, donc premier soir des portes ouvertes. Ce soir, je vais vous partager les 3 choses essentielles à connaître sur votre enfant au potentiel pour mieux le comprendre. On aura un deuxième live, un troisième live, un quatrième live. Et puis au milieu de ces lives, on va avoir aussi 2 rencontres inspirantes où là vraiment, c'est plus moi qui vais parler, ce sera plutôt vous, où on va retrouver les membres de l'académie. Vous allez pouvoir venir vivre l'expérience de l'académie, voir comment ça se passe dans nos lives du jeudi soir quand on échange avec les familles, quand chacun vient se déposer, vient partager, vient fêter ses petites victoires, confier ses difficultés et comment est-ce que tous ensemble on s'accompagne parce que c'est pas que moi, c'est l'ensemble du groupe qui accompagne tout le monde. Donc je vous inviterai aussi à me rejoindre jeudi soir et puis en parallèle de ça, vous l'avez vu, vous avez les vidéos de mes partenaires les plus chers. Il y a eu Jean-François Laurent et Fanny Nussbaum que vous pouvez encore voir. Et puis, il y aura demain Flavie Ferrier, et puis Nathalie Alstine, et puis Nancy Doyon, et puis toutes mes collègues et amis que j'affectionne particulièrement et que j'ai eu envie de vous faire découvrir ou redécouvrir. Pour ceux qui le connaissent déjà, ce que je vous propose, c'est que je vais vous délivrer ce que je voulais vous délivrer ce soir. Et puis après, on en parle. Ceux qui ont envie, on en parle, on en discute de comment ça résonne en vous, pour vous, dans votre famille, vous comme individu, votre enfant. On va voir que parfois, ça résonne chez les deux. C'est le double effet qui se coule du haut potentiel. Mais en tout cas, je vais déjà vous partager cette première partie et puis je reviens vers vous. Donc, pendant que je vais vous partager ce que je veux vous délivrer, je ne vais pas regarder les commentaires, je ne vais pas regarder les discussions parce que sinon, après, je pars dans des discussions et je perds le fil. Donc, je vous propose que je vous délivre déjà ce que je veux vous délivrer et puis on s'en parle après. C'est OK pour vous? Super. Alors, ce que je voulais vous partager ce soir, c'est que être parent, c'est, je pense, et j'espère que vous le pensez aussi, l'un des plus beaux rôles qu'on a à jouer dans nos vies. Mais ça peut aussi être un rôle qui est super complexe, super déroutant, et surtout quand on a un enfant qui a des fonctionnements neuropsychologiques spécifiques comme le haut potentiel. Alors, peut-être que vous ne me connaissez pas ou que vous me découvrez, que vous avez vu passer un lien sur un réseau social vers les portes ouvertes de l'Académie des parents inspirants. Donc, je vais quand même me représenter pour ceux qui éventuellement ne me connaisseraient pas. Moi, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée depuis 23 ans maintenant. Et puis, je suis désormais aussi conférencière, formatrice et spécialisée dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Alors aujourd'hui, pour ce premier live, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de familles, mais qui est souvent mal compris, et vous l'avez compris, il s'agit du haut potentiel.
Pourquoi commencer par vous parler du haut potentiel? Parce que peut-être que certaines personnes, certains parents qui se sont inscrits aux portes ouvertes ou qui me suivent déjà depuis longtemps, peut-être que vous avez déjà identifié le haut potentiel de votre enfant. Et puis, je sais aussi que dans ma communauté, il y a pas mal de gens qui se posent des questions, qui doutent, qui se disent, oui, ça me parle quand même un petit peu cette affaire, mais je ne suis pas sûre. Alors, peut-être que vous avez remarqué que votre enfant, il apprend plus vite que ses camarades. Peut-être que vous avez remarqué qu'il pose des questions surprenantes pour son âge. Peut-être que vous avez remarqué que votre enfant est particulièrement sensible. Ou alors, quelque chose qu'on vit tous comme parents d'enfants à haut potentiel, peut-être qu'il négocie tout le temps. Ou alors qu'il a du mal à s'adapter à l'autorité. Je pense que ces choses-là doivent vous parler un petit peu. Ce sont quelques-uns, en effet, hein, des signes qui peuvent vous mettre sur la piste d'un haut potentiel. Mais fort malheureusement, et j'essaye de lutter activement contre ça, je ne suis pas la seule, mais je participe à cette lutte, il y a encore de nombreux malentendus et des stéréotypes sur les enfants à haut potentiel. On a encore ces croyances dans nos sociétés, hein, nos enfants, les enfants au potentiel seraient des petits génies à qui tout réussit tout le temps. Vous avez peut-être entendu ça si votre enfant a été identifié, que vous en avez informé le personnel scolaire, peut-être qu'on vous a renvoyé, ah non, il ne peut pas être au potentiel, il n'est pas premier de la classe. Si les enfants au potentiel identifiés n'ont pas des résultats scolaires excellents, alors on va remettre en doute leur haut potentiel. Sauf qu'on sait que la réalité, elle est quand même vachement plus complexe que ça. Et si vous êtes là, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez conscience, je pense, que la réalité, elle est plus complexe que ça. On ne peut pas réduire le haut potentiel uniquement à sa composante intellectuelle. La composante intellectuelle du haut potentiel est une partie du haut potentiel, mais le haut potentiel, c'est un fonctionnement neuropsychologique beaucoup plus complexe, qui a beaucoup plus d'enjeux et qui implique beaucoup de choses qu'uniquement cette compétence intellectuelle. Ces enfants, ils font, eux, face à des difficultés, à des défis plutôt que des difficultés, mais ça les met en difficulté quand même, qui sont assez uniques. Ils vont souvent se sentir déconnectés de leur père. Ils ont aussi, du coup, du mal à se faire des amis, du mal dans leurs relations sociales. Ils vont avoir assez souvent des centres d'intérêt qui vont être décalés par rapport aux enfants de leur âge. Vous avez certainement connu ça, la phase de fascination pour la préhistoire, les dinosaures ou alors l'Antiquité, quand d'autres enfants s'intéressaient à des choses plus basiques, plus communes. En tout cas, basiques, je sais pas, j'ai pas envie de dire ça, mais en tout cas plus communes. Ils vont aussi avoir tendance à subir une pression excessive à l'école ou lutter contre l'ennui à l'école. La pression, on sous-estime souvent, à mon sens, la pression que vivent les enfants à haut potentiel dans notre société parce que il y a un enjeu quand on est un enfant à haut potentiel, on se doit d'être brillant, on se doit d'être excellent et on se doit de l'être dans tous les domaines de notre vie. Et c'est comme si à un moment donné, la société oubliait que oui, cet enfant est à haut potentiel, il a un potentiel. Ok, c'est quelque chose qui dort chez lui. C'est pas encore quelque chose forcément qu'il exploite, mais ça n'empêche pas qu'il reste un enfant avec les compétences d'un enfant, avec les capacités émotionnelles, entre autres, relationnelles également, d'un enfant de son âge ou même parfois d'un enfant un petit peu plus jeune, parce que les choses ne sont pas catégorisées comme ça. Hein. Il n'y a pas telle compétence à tel âge, telle autre compétence à tel âge. Les enfants au potentiel souffrent souvent de ce qu'on appelle la dysynchronie, que vous connaissez peut-être, qui est le fait qu'ils ils vont développer des compétences dans différents domaines de leur vie, sociale, scolaire, intellectuelle, même physique au niveau psychomoteur, mais ils vont les développer pas forcément de manière harmonieuse. Certains enfants vont être très à l'aise physiquement et puis ça va être beaucoup plus compliqué dans leurs relations sociales ou inversement, des enfants qui vont être très à l'aise dans leurs relations sociales vont attendre plusieurs années avant de pouvoir faire du vélo ou du roller ou du ski ou n'importe quel sport. Donc, il y a
cette dysynchronie comme ça qui vient mettre une pression aussi sur les enfants au potentiel parce que dans l'inconscient collectif, un enfant à haut potentiel, c'est un enfant qui réussit tout le temps et sans effort. Et on sait bien, nous, parents, et vous le savez bien, vous, parents, que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup, comme parents, ça peut être difficile pour vous de savoir comment les soutenir de manière appropriée. Je reçois beaucoup de messages, vous vous en doutez, et j'adore ça. Donc, continuez de m'envoyer des messages, j'adore vous lire. Je reçois beaucoup de messages. Est-ce que je comprends des besoins, de vos besoins comme parents? C'est comment je fais pour le soutenir de manière adaptée, avec son haut potentiel, dans le respect de son haut potentiel, mais aussi sans moi m'épuiser comme maman, sans moi m'épuiser comme papa, parce que ça peut être très intense. La parentalité avec un enfant à haut potentiel, je pense que je ne vous apprends rien. C'est pourquoi c'est si important de comprendre ce qu'est réellement le haut potentiel, de sortir de tous les clichés, du surdoué, de la facilité. Mais ça va être aussi important de voir comment vous, en tant que parent, vous pouvez aider vos enfants à s'épanouir. Et c'est même vous qui pouvez le faire le mieux. Alors, qu'est-ce que c'est le haut potentiel? Je vous l'ai dit, le haut potentiel, c'est d'abord des fonctionnements neuropsychologiques différents qui ont été observés par Olivier Rebol, par Fanny Nussbaum, dont vous avez encore l'accès à l'entretien dans les replays actuellement. Ça a été vu par IRM, ça a été testé, ce n'est pas une vue de l'esprit, d'accord? Il y a des études par IRM qui ont été menées par ces chercheurs en neurosciences et qui ont démontré différentes choses et trois grandes choses. Il y a trois grandes caractéristiques qu'on peut relever et qui est importante que vous ayez en tête, vous les parents ou les grands-parents, parce que les grands-parents aussi sont souvent impliqués, pour mieux comprendre votre enfant. Tout d'abord, on va parler d'hyperacuité. C'est quoi l'hyperacuité? C'est à la fois cette hypersensibilité dont on parle souvent chez les enfants à haut potentiel et puis aussi l'hyperesthésie. Vous comprenez donc là que le haut potentiel ne va pas sans une hypersensibilité. C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que mon enfant haut potentiel est forcément hypersensible? Oui, il est forcément hypersensible. Maintenant, tous les enfants ne vont pas l'exprimer de la même manière. Il y a des enfants qui vont exprimer leur hypersensibilité de manière très expressive, parfois même très explosive. Et puis, il y a des enfants qui vont être beaucoup plus introvertis, qui vont vivre cette hypersensibilité, mais qui vont moins la montrer. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, au vu des dernières recherches, c'est que le haut potentiel et l'hypersensibilité sont intimement liés. Petite parenthèse, vous comprenez que tous les hauts potentiels sont des enfants hypersensibles, enfants ou adultes d'ailleurs, mais tous les hypersensibles ne sont pas des personnes à haut potentiel. Donc la nuance, elle est à faire à ce niveau-là. L'hypersensibilité, vous la connaissez, c'est le fait qu'ils ressentent beaucoup d'émotions de manière très intense, qu'ils les expriment parfois de manière très intense ou pas, ce n'est pas une obligation. Et c'est aussi un monde émotionnel très riche. Ils sont hyper stimulés émotionnellement par beaucoup de choses et nous, comme parents, on peut parfois se demander pourquoi tel événement qui nous paraît minime prend tellement d'importance. On peut avoir du mal à comprendre ce monde émotionnel qui est vraiment intense. On peut le confondre avec des caprices, on peut le confondre avec une mauvaise gestion de la frustration, on peut le confondre avec pas mal de choses. Et puis, dans l'hyperacuité, il y a aussi l'hyperesthésie. Donc, l'hyperesthésie, c'est quoi? C'est l'hypersensibilité des cinq sens. Alors, quand je dis des cinq sens, ce n'est pas obligé que ce soit tous les cinq sens. Encore une fois, ça va être différent d'un enfant à l'autre. Certains enfants au potentiel vont avoir une ouïe particulièrement aiguisée, particulièrement sensible. Je prends toujours cet exemple au départ parce que moi, je suis hypersensible auditive, donc ça me parle beaucoup. Mais par exemple, mon fils, lui, ça va être plutôt olfactif. Il va être hypersensible aux odeurs. Il va être en capacité de reconnaître des odeurs, mais aussi d'être indisposé par des odeurs beaucoup plus facilement que moi. Ça peut être au niveau de la vue, les lumières fortes, les changements de lumière, trop de lumière, mais aussi pas assez. Voilà, les variations au niveau de la lumière peuvent être compliquées. Ça peut être au niveau du toucher. Certains enfants au potentiel ont de la difficulté à être caressés, à être câlinés, à être pris dans les bras parce que c'est comme si leur peau était à vif tout le temps
et que donc ils vivent vraiment cette hypersensibilité au niveau du toucher. Donc ça, c'est ce qui fait partie de l'hyperacuité. Hyperesthésie, donc les 5 sens, hypersensibilité, plutôt le monde émotionnel. Et vous voyez bien dans les exemples que je vous donne que c'est vrai pour toutes les personnes qui font partie de cette grande famille des hauts potentiels, mais ça va s'exprimer différemment chez chaque individu. Et si vous avez, vous, plusieurs enfants à la maison, identifiés ou pas au potentiel avec une suspicion, vous vous rendez bien compte que vos enfants, ils ne vivent pas cette hyperacuité de la même manière. Deuxième élément très important, l'hyperspéculation. Ça va vraiment vous parler parce que l'hyperspéculation, c'est quoi? C'est le fait que nos enfants pensent tout le temps. Et je vais vous expliquer pourquoi ils pensent tout le temps. Parce qu'en tant que parent, en tant que parent d'enfants au potentiel, on peut être confronté à ce qu'on attribue à un besoin viscéral de contrôle chez nos enfants. On a l'impression qu'ils veulent tout décider, on a l'impression qu'ils veulent tout mener, on a l'impression que c'est des petits adultes sur pattes, mais bien plus petits, et qu'ils se donnent une attitude comme ça de quelqu'un qui veut contrôler la maison, qui veut contrôler sa propre vie, et puis accessoirement la vie des autres aussi. Ce besoin de contrôle qu'on retrouve très fréquemment chez les enfants à haut potentiel, chez les adultes à haut potentiel, chez les personnes à haut potentiel, ça les amène à lutter en permanence contre l'incertitude. Les enfants à haut potentiel, ils détestent l'incertitude et donc ils luttent en permanence contre l'incertitude pour maintenir cette sensation de contrôle. Et oui, quand on est dans une situation peu sécure ou incertaine, on perd le contrôle. Et nos enfants, vos enfants, ils détestent ça. Ils n'aiment pas du tout perdre le contrôle. Donc, ils sont en lutte permanente pour ne pas perdre le contrôle. OK? Ce qui les amène à se poser quasi perpétuellement des questions dans leur vie quotidienne. Parce que quand on a besoin de contrôler, on a besoin de savoir ce qu'on va manger ce soir, où on va demain, comment ça se passe à telle heure, ça va être quoi la conséquence de tel truc. On pense en permanence pour essayer d'organiser un monde. Ils tentent en fait, vos enfants, d'organiser leur monde, alors oui, qu'il soit cohérent, certes, mais pas uniquement, un monde dans lequel ils se sentent pleinement en sécurité, un monde qu'ils peuvent contrôler. Et puis, parce que c'est jamais si simple, non seulement ils se posent plein de questions pour arriver à créer ce monde qui les mette en sécurité, et on sait bien dans les vies qu'on mène aujourd'hui, et on le sait bien en France encore actuellement, que le sentiment de sécurité, il est mis à mal de manière régulière dans nos sociétés. Ils vont jamais avoir un raisonnement basique autour de tout ça. Leur raisonnement, il va toujours être extrapolé, poussé plus loin. Ça va toujours aller chercher le niveau suivant. Si on prend l'exemple, j'ai un exemple offert sur un plateau, j'aurais préféré ne pas l'avoir, mais je laisse. Si on prend l'exemple des émeutes actuellement que l'on a vécues en France et que certaines villes vivent encore, c'est un très bon exemple parce que les questions des enfants au potentiel, ça va d'abord être pourquoi ? Pourquoi est-ce que les gens cassent? Pourquoi est-ce que les gens brûlent des voitures? Pourquoi est-ce que les gens font ceci ou font cela? Et votre réponse de parent ils sont en colère. Voilà, en général, la réponse qu'on va donner, c'est des gens qui sont en colère, ils sont en colère, etc. Ça ne va pas lui suffire à l'enfant. Il va toujours aller chercher le niveau suivant. Oui, mais pourquoi il est en colère? Et puis, on va expliquer la cause de la colère. Ok, mais alors, pourquoi est-ce qu'il choisit d'avoir ce comportement-là alors qu'il est en colère et que ça va toujours aller plus loin? C'est ce qu'on appelle l'hyperspéculation, cette idée qu'une idée en entraîne une autre, puis une autre, puis une autre, mais aussi le fait que l'enfant va toujours aller chercher le niveau de raisonnement suivant et donc va rentrer dans des pensées de plus en plus complexes. OK? Vient ensuite le troisième élément que je voulais vous partager ce soir, qui est un truc dont on ne parle pas beaucoup, et moi je le relis régulièrement pour me remettre en tête, qui est ce qu'on appelle, et ce que Fanny et Olivier ont appelé l'hyperlatence. La période de latence, peut-être que vous la connaissez, elle est entre 7 et 13 ans à peu près. Alors encore une fois, c'est des tranches d'âge. Ça peut démarrer un petit peu plus tôt, ça peut finir un petit peu plus tard. Les cas sont plus flexibles que ça. C'est cette période au cours de laquelle on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose pour notre enfant.
Et comme parent, c'est très déstabilisant parce que jusqu'à 7 ans, 6, 7 ans, il s'intéressait à tout. Il avait envie de tout découvrir, il avait envie de tout apprendre. Il était comme boulimique de savoir, de connaissances, de découvertes. Toutes les visites l'enjouaient, tous les livres qu'on lui proposait, tous les thèmes. Il avait vraiment cette soif de savoir. Et puis tout d'un coup, ça se stoppe. Et comme parent, c'est assez déroutant parce qu'avant, on le voyait apprendre, on le voyait penser, on le voyait raisonner. Et puis à cette période, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Et en fait, il ne se passe pas plus rien, mais c'est important comme parent de se remettre ça. Si vous êtes en train de vivre cette période-là où vous vous dites, mais avant, il apprenait, avant, il était investi dans ses apprentissages, avant, il s'intéressait à tout. Et puis maintenant, sorti des jeux vidéo, de YouTube et de ce genre de trucs, il n'y a plus grand-chose qui l'intéresse. Et ça me désespère un peu comme parent, parce qu'on vit tous quelque chose comme ça aussi. Rappelez-vous qu'en vrai, il se passe beaucoup de choses dans la tête de votre enfant, dans le cerveau de cet enfant à cette période. En fait, son cerveau, à cette période, il fait un travail un peu en sous-marin pour intégrer tout ce qui a été vécu auparavant. Donc, vous imaginez de 0 à 7 ans, si on prend la grande limite, de 0 à 7 ans, votre enfant au potentiel, il a vécu beaucoup de choses et il en a vécu encore plus que les autres enfants parce qu'il a eu conscience de beaucoup plus de choses. Son cerveau a capté beaucoup plus de choses de son environnement et puis il avait cette soif de découvrir et de savoir. Donc, il a accumulé, il a amassé un gros tas d'informations, plein d'informations. Et son cerveau, entre 7 et 13 ans, il fait un peu le tri. Il est un petit peu dans cette phase-là, en sous-marin, où il est en train d'intégrer toutes les connaissances qui ont été vues jusqu'à cet âge-là. Vous devez comprendre que pour tout le monde, et ça c'est vrai chez tout un chacun, pas uniquement chez les hauts potentiels, votre cerveau, votre esprit, il compare chaque expérience vécue à une expérience antérieure et il vient en tirer des régularités. Je répète, je vis une expérience, mon cerveau va systématiquement, sans que j'en ai conscience et sans que je lui en donne l'ordre, le comparer à une autre expérience similaire que j'ai déjà vécue et il va en tirer une régularité, une loi, une croyance, souvent des croyances. OK ? Ce système-là, c'est ce qu'est en train de faire le cerveau de votre enfant dans cette période d'hyperlatence. Il est en train de comparer ce qu'il vit avec ce qu'il a vécu et puis il est en train d'en créer des lignes directrices pour sa vie, des croyances, des certitudes, des points de vue, des avis. Il en avait déjà avant, mais il vient les renforcer par ce système-là. Ce système-là, c'est ce qui permet, entre autres, pas uniquement, mais ça permet, entre autres, la formation du sentiment d'être soi. Donc, entre 7 et 13 ans, on dit souvent que c'est à l'adolescence que les enfants construisent leur personnalité, leur identité, etc. Eh bien non, c'est dans cette phase d'hyperlatence, entre 7 et 13 ans, que les enfants à haut potentiel sont en train de former le sentiment d'être soi en faisant des comparaisons. Donc, c'est leur cerveau, encore une fois, ce n'est pas eux qui le font, en faisant des comparaisons entre ce qu'ils sont en train de vivre maintenant et ce qu'ils ont vécu dans le passé. OK ? Donc, vous voyez bien que c'est un gros travail qui est en train de se faire en sous-marin. On a l'impression que notre enfant, il s'intéresse plus qu'à des choses légères, à des choses futiles, qu'il arrive moins bien à se concentrer, qu'il est moins bien impliqué dans ses apprentissages, qu'il délaisse certains champs de compétences qu'il avait avant. Mais en fait, il ne peut pas le faire parce que son cerveau est déjà trop occupé à faire ce travail-là. Donc, ce n'est pas une volonté de sa part, ce n'est pas une décision de sa part, c'est ce qui se passe chez les êtres humains. Et ce processus, il est particulièrement développé chez les personnes à haut potentiel. C'est ce qui leur permet aussi d'avoir une pensée fulgurante. La pensée fulgurante, elle ne vient pas de nulle part, elle vient du traitement des informations passées. C'est parce que j'ai accumulé tout un tas de renseignements sur une situation vécue que quand je suis dans une situation, mon cerveau fait des liens très très vite parce que je suis au potentiel, donc j'ai des vitesses de connexion au niveau de mon cerveau qui sont bien plus élevées que les enfants de mon âge. Et donc, tout le traitement de ces informations se fait très très vite et j'en tire une pensée. On a l'impression qu'elle est fulgurante. Elle est fulgurante, elle est rapide, mais elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de toutes les expériences que vos enfants ont vécues ou toutes les connaissances, si on parle d'un point de vue scolaire, que vos enfants ont acquis
avant d'avoir cette pensée fulgurante. OK? L'imagerie médicale, je vous en parlais tout à l'heure, elle a démontré que chez les enfants au potentiel, il y a des régions cérébrales qui sont significativement plus développées chez les hauts potentiels. On va parler de la mémoire épisodique qui est plus développée, de la stimulation mentale qui est plus développée, de la projection alternative et puis enfin de l'arborescence inconsciente. L'arborescence, je vous rappelle, c'est un système de pensée qui est vrai chez tous les individus, qu'on soit au potentiel ou pas. Nous avons une pensée en arborescence qui différencie les hauts potentiels. La pensée en arborescence des hauts potentiels, c'est sa vitesse. C'est la vitesse à laquelle les idées s'enchaînent. Mais sinon, tout un chacun fait des liens entre différentes situations, même s'il n'est pas à haut potentiel. OK ? Ce que j'aimerais que vous compreniez, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a vu les 3 grandes caractéristiques des enfants à haut potentiel, j'aimerais que vous compreniez que tous les enfants font partie de cette grande famille de haut potentiel. Si vous regardez cette vidéo en replay ou que vous êtes là en live, tous vos enfants ont ces 3 caractéristiques de fonctionnement, mais pour autant, ils ne l'expriment pas de la même manière chacun. Pourquoi ? Parce que pour chacun, leur haut potentiel, il va être teinté de quoi ? De leur personnalité, de leur caractère, on peut même rajouter de leur culture, selon la culture à laquelle vous appartenez. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, si vous avez plusieurs enfants, vous le voyez quotidiennement que votre fille à haut potentiel n'a pas la même personnalité, n'exprime pas son haut potentiel de la même manière que sa petite sœur ou que son grand frère. On le vit tous au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus haut potentiel que l'autre, c'est juste que le haut potentiel, c'est une caractéristique supplémentaire qui vient s'ajouter à la personnalité et au caractère de votre enfant. OK ? Juste vous rappeler, je vous parle de personnalité et de caractère, c'est peut-être important que je vous rappelle que la personnalité, c'est ce qui est inné chez un individu. Votre enfant, il est né avec. On est né avec, nous aussi, les parents, mais votre enfant, il est né avec sa personnalité. Sa personnalité, elle leur est transmise, vous lui avez transmis par vos gènes. On ne peut pas tellement la modifier, la personnalité. Par contre, le caractère, c'est ce que chaque individu construit au cours de sa vie. Est-ce que vous voyez la nuance ? La personnalité, c'est ce qui est inné, c'est ce qui est transmis par les gènes, c'est ce qui nous fait dire qu'il ressemble à l'oncle Paul, à son grand-père, à son père, à sa mère, etc., qu'on fait des liens comme ça, même dans des attitudes physiques, parfois, dans des comportements, c'est vraiment transmis par les gènes. Et le caractère, c'est quelque chose qui se construit. Et le caractère, il est en permanence modifié par l'environnement ou par les réponses de l'environnement aux expériences de l'enfant. Donc, votre enfant, au potentiel, va construire son caractère en fonction de comment il va interagir avec son environnement et les réponses que cet environnement va lui fournir en réponse à ses comportements. C'est comme ça que son caractère va se construire. Et le premier environnement dans lequel votre enfant va faire ses premières et même ses principales expériences, c'est chez vous. C'est votre vie de famille, c'est votre foyer, c'est ce que moi j'appelle le laboratoire familial. Les enfants, très longtemps, encore jusqu'à l'âge de l'adolescence environ, et même encore pendant l'adolescence, les expériences qu'ils vont faire pour construire leur caractère, c'est avec vous, leurs parents. C'est dans le foyer. Donc vous voyez bien que le caractère de votre enfant, il est la résultante de l'interaction entre ses comportements, vos réactions à ces comportements, et puis plus largement, ces comportements, et puis aussi les réactions de l'environnement plus large, l'école, les centres aérés, la famille élargie, les amis, etc. D'accord ? Donc, vous comprenez qu'il est essentiel, si vous voulez accompagner plus sereinement votre enfant vers son épanouissement, il est essentiel de vivre votre parentalité de manière consciente. Ça ne veut pas dire que vous devez être des parents parfaits. Par pitié, sortez-vous cette idée de la tête. Vous n'avez pas besoin d'être des parents parfaits. Personne ne l'est. Je vous le dis, ça n'existe pas. Ni vous, ni moi, ni personne d'autre. Personne n'est un parent parfait. Par contre, mettre de la clarté sur votre parentalité, la vivre de manière consciente, pour avoir conscience des réponses que vous renvoyez au comportement de votre enfant à haut potentiel. Et aussi de mettre de la clarté sur le parent que vous êtes aujourd'hui et de regarder ça avec beaucoup d'humilité, beaucoup de bienveillance, d'accord ? Vous êtes ce que vous êtes pour tout un tas de raisons,
si on reprend le chemin, hein, la personnalité, le caractère, comment votre environnement a interagi avec vous, les injonctions de la société, les croyances de la société, votre éducation. Le parent que vous êtes aujourd'hui, il est la résultante de tout un tas de choses. Et c'est important que vous puissiez le regarder de manière apaisée en vous disant, OK, voilà aujourd'hui quel parent je suis, mais en mettant de la conscience, en mettant de la clarté pour ça. Et puis ensuite, le deuxième petit pas, ça va être quel parent est-ce que j'aimerais être pour mon enfant? Comment est-ce que je peux m'améliorer sur cette base-là? Pas tout changer, tout transformer. Encore une fois, ça n'existe pas, ça. On ne peut faire des modifications que sur quelque chose qui existe déjà. Tout modifier, tout transformer en 15 jours, en 3 semaines, en un mois, personne ne sait faire ça. Ça n'existe pas. Mais par contre, de vous dire, OK, je mets de la clarté sur le parent que je suis parce que j'ai envie de pouvoir avoir des réactions conscientes au comportement de mon enfant. J'ai envie de savoir pourquoi je choisis plutôt d'avoir ce comportement-là ou plutôt ce comportement-là. J'ai envie que ce soit léger pour moi, que ce soit facile d'avoir la réaction que je juge bonne à ce moment-là. Ça, c'est important. Et puis ensuite, quelle sorte de parent est-ce que j'aimerais devenir? Alors oui, là, on peut faire des petits pas. Petit pas par petit pas, on peut se diriger vers une meilleure version de nous-mêmes. C'est un truc qu'on peut faire toute notre vie. C'est jamais trop tard pour le faire. Et c'est une superbe opportunité, comme parent d'enfant au potentiel, de pouvoir voguer pour ça. Cette nécessité de mettre de la clarté sur votre parentalité, en vrai, je pense que c'est vrai pour tous les parents, pas uniquement pour les parents d'enfants au potentiel. Mais c'est encore plus vrai pour les parents d'enfants au potentiel. Pourquoi? Parce que vous le savez, ou vous l'avez observé, ou vous l'avez compris, votre enfant, il est branché en Bluetooth sur vous. Il est connecté comme ça avec ses petites antennes. Et donc, à chaque fois que vous avez une réaction parentale qui n'est pas consciente, qui n'est pas alignée avec ce que vous pensez réellement être juste et bon pour vous et pour votre enfant à ce moment-là, votre enfant, il le sent. Et qu'est-ce qui se passe quand un enfant sent que son parent n'est pas conscient des décisions qu'il est en train de prendre? Il vient titiller, il vient s'opposer, il vient taquiner, il vient pointer du doigt que là, il y a un truc qui ne marche pas. C'est pour ça que j'aime dire, moi, que être parent d'un enfant au potentiel, c'est une belle opportunité. J'aimerais vraiment qu'à la fin de ces portes ouvertes, si à la fin de ces portes ouvertes, j'arrive à vous faire penser que être parent d'un enfant au potentiel, c'est une belle opportunité de développement personnel pour soi-même, pour son enfant, pour sa famille. Et puis, on va même s'emballer en disant pour l'humanité, de vivre plus en conscience. Alors, j'aurais gagné mon pari des portes ouvertes. Mais pour l'instant, on se reparlera de tout ça, si vous le voulez bien, lors du prochain live qui aura lieu dimanche soir. Mais aujourd'hui, je vais vous demander de faire un petit exercice. Je vais vous inviter pour la prochaine fois, si vous le souhaitez, de prendre le temps de faire le point sur ce que vous comprenez aujourd'hui de votre enfant. Dans quoi vous le reconnaissez? Dans l'hyperacuité, son hyperesthésie, elle est plutôt où? Son hypersensibilité, elle s'exprime comment? Et puis aussi, est-ce qu'il est dans cette phase d'hyperlatence des 7-13 ans? Ou est-ce qu'il n'y est pas encore? Comment est-ce que vous le voyez? Quels sont les comportements qui vous laissent penser qu'ils peuvent y être? Et puis, dans cette hyperspéculation liée à un besoin de contrôle, c'est quoi les comportements que vous repérez chez votre enfant qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille de là, c'est pas juste de l'opposition, là, c'est un besoin de contrôle. Comment est-ce que vous pouvez commencer à changer de lunettes, à changer de regard sur les comportements de votre enfant en les regardant au travers de ces 3 lunettes-là? OK? Et puis pour que ce soit plus complet, je vais vous inviter aussi à y ajouter les connaissances que vous avez sur sa personnalité et puis sur son caractère d'aujourd'hui. Essayez de dresser comme ça un petit peu le portrait de votre enfant, vous savez, comme si je me défais de tout ce que je crois savoir de mon enfant, parce que comme parent, il y a plein de trucs qu'on croit savoir. Je me défais de tout ce que je crois savoir de mon enfant et puis je regarde ses comportements et je vais voir comment je peux les comprendre autrement que ce que je les comprends d'habitude, maintenant que je sais que le haut potentiel, ça vient avec de l'hypersensibilité, de l'hyperesthésie, de l'hyperlatence et de l'hypersensibilisation. Spéculation, je bafouille.
Dans la prochaine masterclass des portes ouvertes de l'Académie des parents inspirants, on se parlera des erreurs courantes que font les parents d'enfants au potentiel, mais on va surtout se parler aussi de comment on fait pour les éviter, parce que c'est bien chouette de faire un listing de ces erreurs qu'on fait tous comme parents, mais c'est aussi chouette de voir comment est-ce qu'on peut les éviter. J'espère que vous serez super nombreux à venir dimanche soir échanger avec moi sur cette question-là. Vous pouvez déjà, si vous êtes en replay, commencer à réfléchir à quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en tant que parent d'un enfant au potentiel. Prenez un moment, notez vos pensées, etc. Mais pour l'instant, je vais revenir avec les personnes qui sont en live et je vais prendre vos retours. Comment est-ce que ça a résonné pour vous, ces trois choses-là? Est-ce que ça vous amène déjà à comprendre autrement votre enfant, à le regarder autrement ou pas du tout? Alors, Sylvia qui partage, donc si je comprends bien, pour les enfants HP, les croyances se construisent plutôt que chez les adultes. Absolument. Tout à fait, Sylvia. Les croyances se construisent très tôt chez les enfants au potentiel. Des croyances qu'ils ont sur eux-mêmes, sur ce qu'ils sont capables de faire ou sur ce qu'ils ne sont pas capables de faire, sur qui ils sont et qui ils ne veulent pas être. Donc, des croyances sur eux-mêmes et aussi des croyances sur le monde. Est-ce qu'on peut déjà travailler ça entre 7 et 13 ans? Est-ce qu'on peut réajuster notre éducation à cet âge-là, à ce moment-là? Oui, 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 on peut. Bertrand et Mélanie, je vous vois faire comme ça parce qu'ils ont fait ce chemin et donc ils savent que c'est possible à n'importe quel âge. Et Sophie, je n'avais pas vu que tu étais là aussi. Hello! Mais oui, ça peut se faire à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, que ce soit l'âge de vos enfants ou vous, votre âge comme parent ou comme grands-parents, entendez bien qu'il n'y a pas de date limite pour se mettre en chemin vers autre chose. Il y a juste une motivation, une envie, un engagement. Je ne vais pas vous mentir, on ne claque pas des doigts et puis demain, ça arrive comme ça. Il y a de l'engagement, il y a de l'implication, il y a de la réflexion à avoir, mais c'est possible tout le temps, même avec des jeunes de 17 ans, même avec des jeunes de 18 ans. OK? Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose ou a une question sur tout ça? Je me réjouis de vous écouter. Je vous laisse allumer vos micros et puis vous lancer si vous en avez l'élan et l'envie. Ne me laissez pas. Ah, merci Emmanuel. J'avais un petit moment de solitude. Merci beaucoup. Bon, du coup, ça me parle beaucoup. Mon fils a 13 ans. Et en même temps, c'est... moi, du coup, la situation, j'ai un peu l'impression parfois d'être... Enfin, même du coup, j'ai eu du mal à m'inscrire ou à me dire j'y vais. Parce qu'à la fois, il y a beaucoup de choses qui résonnent. Et mon fils a été testé par 2 fois pendant son primaire. Et il tombe en dessous de la case. Du test de QI, ce qui fait que cette case-là est restée en stand-by. Et pourtant, en effet, je sais qu'il y a énormément de signes. Et en effet, en écoutant la conférence de Fanny aussi, je me reposais énormément de questions en me disant, est-ce que, et c'est vrai que, enfin voilà, est-ce que je passe pas à côté quelque chose quand même? Parce que plus jeune, du coup, j'étais persuadée que c'était ça. Il a appris à lire tout seul et il a sauté une première classe, on voulait lui en faire sauter une deuxième. Donc, c'est pas tout à fait anodin. Et c'est vrai qu'on a mis les choses sur d'autres, ça s'est complexifié ces dernières années et on met ça sur le TDAH, on met ça sur de l'anxiété. Et c'est vrai que je trouve que c'est difficile. En effet, on essaye à la fois de comprendre les enfants et après, de toute manière, c'est multiple et il y a plusieurs facettes. Et après, c'est vrai qu'après, on est toujours en train de se dire, bon, c'est l'anxiété qui est au premier plan, c'est cette sensibilité qui est au premier plan. Est-ce que c'est quand même un haut potentiel? Je trouve que c'est ça, pour moi, là, aujourd'hui, qui est difficile, même si, par exemple, la phase de l'attente, je me dis, mais en fait, c'est ça, parce que depuis, il a foncé jusqu'à ses 7 ans, et après, c'est devenu très compliqué. Là, les années collège, c'est très, très, très compliqué, quoi, du coup, de passer à travers ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai énormément d'interrogations, et notamment de se dire, voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce que, voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup Emmanuel, parce que je suis persuadée qu'on va se tutoyer si vous voulez bien. Moi, je tutoie tout le temps. Si ça vous dérange, dites-moi non, 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 non. Non, pas de Mais souci. super. Et tu me tutoies aussi, du coup, en retour, ça va dans les deux sens. J'aime beaucoup ta question parce que c'est quelque chose, je pense, qui parle à beaucoup de familles et qui vont peut-être regarder le replay ou peut-être celles qui sont aussi ici. J'ai très souvent cette question de oui, mais il n'a pas 130.
Oui, mais la psy a dit qu'il n'était pas HP parce qu'elle n'a pas pu calculer le QI. Donc, en effet, je vous renvoie à la vidéo de Fanny. C'est pour ça que je vous ai mis cette vidéo pour vraiment vous montrer. C'était très intentionnel de ma part pour vous montrer que le QI n'est qu'un indicateur parmi d'autres du haut potentiel et que ne pas cocher la case QI à 130 à un instant T n'exclut pas un fonctionnement neuropsychologique de haut potentiel. Maintenant, la réponse que j'ai envie de te faire, Emmanuel, et que j'ai envie de faire à tous les parents qui se posent cette question-là et qui se disent oui, mais je ne vais pas m'intéresser plus à son haut potentiel parce qu'il y a le TDAH, parce qu'il y a l'anxiété, parce qu'il y a tout un tas de choses. Ce qui est important de comprendre, c'est que je n'ai jamais vu, en tout cas dans les familles que j'accompagne, Sophie, Mélanie, Bertrand, si je me trompe, vous me le direz, j'ai jamais vu de parents qui avaient un doute et qui s'étaient trompés. À partir du moment où il y a un doute, à partir du moment où ce que tu as entendu là ce soir te parle, de toi peut-être, de ton fils, de ton conjoint, d'un autre enfant, peu importe, mais te parle, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il a ce fonctionnement-là. En vrai, combien il a de QI, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu en vrai. Parce que ça ne va pas nous aider à quoi que ce soit. Ça va pas être un élément qui, dans vos vies de famille, vous allez pouvoir vous dire waouh, il a un QI de 130, donc je vais pouvoir mettre ça en place. Non, très souvent, les familles qui ont où il y a eu ouais, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, Bertrand, c'est vraiment ça. Les familles qui ressortent des tests avec la validation, avec le papier HP, c'est bon, il est évalué, reviennent vers moi après en me disant bah bien, puis je fais quoi maintenant? Parce que ça ne donne pas plus d'informations. Donc l'intérêt, ça va vraiment être d'aller regarder, comme je le disais, faites cet exercice d'aller regarder en quoi ça vous parle chez votre enfant. Et si globalement ça vous parle, alors c'est que votre enfant a un fonctionnement neuropsychologique atypique. Appelez-le comme vous voulez, au potentiel ou autre chose. Là encore, ce sont que des mots. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder pour votre enfant, chez votre enfant, comment ça s'exprime, tout ça, pour ensuite mettre d'abord de la clarté dans votre parentalité. Je vous l'ai dit, c'est une étape très importante, mais aussi pouvoir lui proposer des stratégies qui vont être cohérentes avec son fonctionnement. Parce que l'anxiété vient peut-être aussi… Alors, il y a des enfants au potentiel qui sont anxieux, il y en a d'autres qui le sont moins. J'en connais pas beaucoup. En général, il y a un fond d'anxiété quand même. Mais ce qui va être intéressant, c'est pas de se dire comment je traite l'anxiété. Ce qui va être intéressant, ça va être de se dire comment est-ce que, de ce que je comprends de son fonctionnement, je peux l'accompagner dans son anxiété de manière à ce que ça fasse sens avec son fonctionnement. Tu vois? Donc, du coup, c'est vraiment une globalité que je vous invite à considérer plutôt qu'un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Surtout que s'il y a un TDAH, bah, ça peut masquer le haut potentiel au test de QI. En général, ça le masque très, très bien. Donc, voilà, ça va vraiment être intéressant de regarder vos enfants dans leur globalité. Mon garçon n'est pas testé. Bah, vas-y, Bertrand, je te laisse prendre la parole peut-être, si tu veux bien. Oui, bonsoir tout Salut, le monde. Salut. Non, bah ouais, c'est ce que je marquais. Il n'est pas. Hop là. Il n'a jamais été testé au potentiel. Et puis, je pense pas qu'un jour on le fera, mais c'est ça, ça fait 3 ans que je suis Séverine et il y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Donc, c'est vrai que les étiquettes, bah, c'est ce que j'étais en train d'écrire, mais j'ai arrêté. J'ai l'impression que les étiquettes ne sont données que par des professionnels pour les professionnels. C'est ça. C'est-à-dire que à l'école, on veut savoir s'il est au potentiel juste pour pouvoir mettre en place des projets, mettre en place plein de trucs. Mais pour nous, parents, je pense pas que ça change réellement quelque chose. Moi, Ouais, par ouais. exemple, ouais, Ouais, vas-y. j'ai été en France pendant 2 semaines là, en vacances, et c'est ça, j'ai essayé d'expliquer un petit peu à la famille, oui, HP, ça veut dire, hein, ouais, mais HP, oh, c'est surdoué, c'est machin, c'est truc. Et j'aurais dit, en fait, on s'en fout, je peux dire qu'il est carotte. C'est ça. C'est clairement. C'est une carotte, voilà, c'est un chou de Bruxelles, c'est un… J'adore. Et c'est ça, en fait, c'est juste ce mode de fonctionnement qui, c'est important de le comprendre pour pouvoir derrière bah, lui apporter tout ce qu'il a besoin. Ouais, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Bertrand. Mais c'est vraiment De ça, rien.
Le partage là de ce soir, c'est vraiment ce message-là, c'est sortez de ce que vous croyez savoir du haut potentiel, sortez de ce que vous croyez penser du haut potentiel, regardez votre enfant. Regardez-le, observez-le. Moi, je passe mon temps à dire à Bertrand, à Mélanie, à Sophie et aux autres, vous êtes les meilleurs professionnels de vos enfants. C'est vous qui avez les connaissances, parce que votre enfant, ce qu'il va montrer lors d'un test de QI, peut-être il va être anxieux, peut-être il a trop chaud, peut-être il a soif, peut-être ça l'ennuie profondément. Il peut y avoir tout un tas de trucs qui viennent faire chuter les résultats d'un test de QI. Il n'en reste pas moins que vous connaissez votre enfant. Vous savez si les 3 spécificités que je viens de vous partager là, si ça vous parle ou pas. Si dans le passé, l'hypersensibilité ou l'hyperspéculation était très présente, si elle l'est encore, si elle ne l'est pas, vous êtes les premiers observateurs de vos enfants. Donc moi, je vais vraiment vous inviter à observer votre enfant, sortir. J'aime beaucoup, Bertrand, quand tu dis je devrais créer un autre terme. Fanny a parlé des phylocognitifs justement pour sortir de ce haut potentiel qui vient avec tous les clichés qui vont avec, puisqu'en plus on parle de haut potentiel. Donc, il y a déjà une injonction d'être meilleur, d'être performant, d'être excellent, etc. Or, on sait qu'il y a plein de hauts potentiels qui ne sont pas excellents à l'école. Il y en a qui sont en échec scolaire, il y en a que ça n'intéresse pas du tout. Avoir un potentiel, ce n'est pas une injonction de devoir s'en servir. Comme adulte aussi, certains adultes au potentiel ont un haut potentiel et puis en font tout à fait autre chose dans l'art, dans la littérature, dans la photographie, et pas du tout dans quelque chose d'intellectuel. Donc, l'idée, c'est vraiment regarder vos enfants, regardez si ça vous parle, ce que je vous ai partagé ce soir. Si ça vous parle, venez à la prochaine masterclass, à la prochaine micro-classe, continuez le chemin de tous les lives que je vais vous proposer parce que on va voir aussi si les difficultés que vous rencontrez, est-ce que c'est les mêmes que celles que rencontrent les parents d'enfants à haut potentiel en général ou pas du tout? Ça aussi, c'est un autre indice. Les parents d'enfants à haut potentiel, ils rencontrent des difficultés spécifiques eux aussi. Vous l'avez vu, les enfants, ils ont des difficultés spécifiques, mais les parents aussi, ils sont face à des challenges qui sont spécifiques. Donc, vraiment, regardez-vous, considérez-vous, votre famille, votre enfant. Alors, Sylvia, je témoigne que fonctionner avec mon enfant comme s'il était HP a tout apaisé. Ben voilà. Je me pose juste la question de comment motiver le personnel éducatif pour s'adapter à son fonctionnement. Le pédiatre dit qu'il faut le mettre dans une case pour sa prise en charge. C'est une question bateau, mais qu'en pensez-vous? J'ai peur qu'il soit trop vite dégoûté de l'école à rencontrer des éducateurs incompréhensifs. J'ai l'habitude de dire, ça fait sourire Mélanie et Bertrand parce qu'ils connaissent ma réponse à cette question-là. J'ai l'habitude de dire que comme parent, vous ne pouvez pas agir là où vous n'êtes pas. OK? Donc, imaginez que vous allez aller révolutionner le monde de l'éducation nationale. Honnêtement, ça fait partie d'un combat de Don Quichotte que je ne vous encourage pas à mener. Vous allez certaines années tomber sur des super pros dans l'éducation nationale. J'en connais. Il y en a même qui viennent se former dans ma formation professionnelle sur leur propre denier, sur leur propre temps, parce qu'ils ont vraiment envie de développer leurs compétences dans ce domaine-là. Donc, il y a plein de gens très bien. Et puis, vous allez tomber sur des professionnels de l'éducation nationale qui ne veulent pas en entendre parler, qui n'y croient pas, qui c'est comme si c'était une croyance. Ça ne sert à rien d'aller lutter dans ces moments-là. Ce qui est important, c'est que toutes les expériences essentielles de la construction du caractère de la personne, enfin, oui, de la personnalité, mais du caractère surtout, et de la construction de votre enfant, elle se fait dans votre foyer familial. Mettez votre énergie là. L'école, si c'est compliqué, vous pouvez agir sur la vision des difficultés qu'a votre enfant à l'école. Je m'explique. On prend l'exemple de Mélanie, si tu me le permets, Mélanie, de son fils qui, à l'école, c'était compliqué parce que sa personnalité, son caractère, son tempérament était mal compris, était pas compris. Donc, Mélanie, elle a commencé par faire de l'information, donner des infos, faire des cartes de sketchnoting que je vais vous partager dans les portes ouvertes qui sont excellentes. Transmettre, donner de l'information. Puis elle s'est rendue compte que ça n'avait pas l'impact. Ça avait un impact, mais ça n'avait pas l'impact à la hauteur espérée. D'accord? Du coup, qu'est-ce qu'on a fait dans l'académie? On a réfléchi sur comment est-ce qu'on peut accompagner cet enfant à changer son regard sur ce qu'il vit à l'école. Comment est-ce qu'on peut le responsabiliser sur ce qu'il vit? Comment est-ce qu'on peut
lui dire comme parent que telle et telle chose, les bonhommes de couleur qui brisent parfois l'estime de soi de certains enfants, bah, désormais à la maison, on s'en fout. Et ça appartient à la maîtresse, on le respecte, mais nous, à la maison, ça ne nous intéresse plus. Donc, l'idée ne va pas être d'essayer d'aller dire à l'éducation nationale ou aux éducateurs à l'extérieur de votre domicile comment faire. D'abord, ils détestent ça et je les comprends parce que comme professionnel, regardez dans vos professions, si on venait vous dire comment faire, vous n'aimez pas non plus. Moi, j'aime pas non plus, en tout cas, en toute humilité. Mais en plus, ça a assez peu d'impact. Par contre, accompagnez votre enfant dans le cadre de votre vie de famille sur pourquoi il y a cette réaction de l'institutrice. Comment est-ce qu'il peut modifier son comportement pour ne plus avoir à subir ça? C'est quoi sa part de responsabilité à lui? C'est quoi la part de responsabilité de l'enseignant? Là, on va être vraiment dans un travail d'accompagnement qui va être beaucoup plus constructif. Donc, je reçois énormément de questionnements sur le scolaire. Dans le groupe Facebook, j'essaye de filtrer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions sur le scolaire et vraiment, mettez votre énergie dans votre vie de famille, dans la relation que vous avez avec votre enfant. Il y aura des répercussions sur l'école, et Mélanie peut en témoigner. Hein. On arrive à une fin d'année avec un bulletin qui est plutôt super chouette, avec des avancées de la part de son fils. Il a développé des nouvelles compétences. Je pense qu'on peut dire qu'il n'est plus en souffrance. Il a pu aller à une classe verte qui s'est très bien passée pour lui. Les enseignants ont pu changer de regard aussi sur son enfant. Donc vraiment, c'est vrai, je sais que ça, quand on ne l'a pas vécu, peut-être que ça paraît un peu… Alors Mélanie, c'est un travail aussi. Hein. Mélanie, ça fait 2 ans aussi hein, que tu suis mes accompagnements. Ouais. Voilà, encore une fois, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire j'ai une baguette magique et vous allez voir, tout va être facile. Ce n'est pas vrai, je ne vous dirai jamais ça, je ne sais pas faire. Par contre, avec de l'engagement, avec de l'implication, on peut faire plein de petits pas. Et parfois, nos petits pas nous mènent bien plus loin que ce qu'on avait imaginé pour arriver à apaiser notre enfant, l'accompagner à ce que lui soit plus serein et à ce que nous, comme parents, on soit plus sereins aussi. Alors, Émilie qui partage, merci pour les échanges. Mon fils a été testé HP. Ça nous a permis de mettre des mots sur ce qu'on ne comprenait pas. Ça m'a rassurée car je l'ai toujours su. OK. Par contre, ça ne simplifie en rien sa prise en charge à l'école. Et oui, c'est super d'être maman d'un enfant HP, c'est fatigant aussi et stimulant. Ça me renvoie aussi beaucoup à ce que je suis. Merci beaucoup, Émilie, pour ce partage. Et oui, un de nos challenges, on s'en parlera lors de la prochaine masterclass, mais un de nos challenges, c'est que souvent, on a été, nous aussi, cet enfant à haut potentiel, mal compris, mal accompagné, parce qu'on n'avait pas accès à toutes les connaissances auxquelles vous avez accès aujourd'hui, et que donc, on se reconnaît dans notre enfant et ça fait naître plein de peurs en nous. Ça fait naître plein de peurs qu'ils revivent les mêmes choses que ce qu'on a vécu nous. Donc, ça vient biaiser. Alors, j'aime beaucoup quand vous dites c'est fatigant, mais c'est tellement stimulant. Encore une fois, je vous le répète, si vous arrivez à concevoir que oui, être parent d'un enfant en potentiel, ça vient avec des défis, ça vient avec des challenges. C'est pas simple, c'est pas reposant. D'accord? Je ne vais pas vous dire que c'est reposant, ça ne l'est pas. Mais c'est une super opportunité pour vous d'aller travailler sur vous, de mettre de la clarté sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment c'est bon pour vous, comment ça résonne bon pour vous, comment ça résonne pas bon pour vous. Alors, vous aurez gagné à ce moment-là. Merci Sylvia, contente d'avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres partages sur cette question-là? Sophie, Mélanie, Olivier, les autres, n'hésitez pas à prendre la parole si ça vous chante, si ça vous dit. Tout est OK pour vous pour ce soir? Super, merci Olivier. Super. Écoutez, on va en rester là. L'idée n'est pas c'est des micro-classes. Hein. Vous avez vu, j'ai mis micro-classes parce que sinon, ça dure 3 heures. Donc, l'idée est vraiment de vous délivrer ce contenu-là petit bout par petit bout. On se retrouvera jeudi pour la première rencontre inspirante qui, là, sera de 21h à 23h parce que c'est dans le cadre de l'académie avec les membres de l'académie et des rencontres inspirantes. Donc, vous allez venir en immersion avec les membres de l'académie. Là, c'est de 21h à 23h et là, il y aura 2 heures d'échange parce que vraiment, on va être sur de l'échange.
J'espère en tout cas que ce petit point sur ce qui est intéressant, ce qui est important de regarder chez votre enfant avec son fonctionnement spécifique, vous aura éclairé, vous aura donné peut-être, je l'espère, des nouvelles pistes. N'hésitez pas à faire ce petit exercice, n'hésitez pas à me le partager sur les réseaux sociaux, par mail, là où vous êtes le plus à l'aise. N'hésitez pas à me partager, tiens, Séverine, j'ai fait l'exercice, dans la zone de commentaires que je vais mettre en dessous du replay aussi. Et je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous rappelle, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a le grand jeu concours, hein, vous ne le loupez pas. J'ai vu que Mélanie avait participé déjà et que d'autres personnes ont participé. Donc, le grand jeu concours, c'est tout facile. Vous prenez une ou toutes les vidéos que vous regardez. Vous allez faire un petit post sur le réseau social de votre choix en disant ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a appris, qu'est-ce qui vous a plu dans ce contenu, la conférence de ce soir, mais aussi celle des autres. Vous mettez juste le petit hashtag parents inspirants et puis vous essayez de me taguer. Mélanie, ton tag n'a pas passé, mais je l'ai vu quand même. Ouais, mais si je l'ai vu quand même, ça m'arrive aussi parfois que ça passe pas. Vous me taguez, soit mon compte, ma page Séverine Guy Atypique Épanouie, soit simplement Séverine Guy. Et puis, ça permet que je relève vos noms. Et puis, le 17, on fait un grand tirage au sort et je vous fais gagner des accès d'1 an à l'Académie des parents inspirants ou aux rencontres inspirantes. Donc, voilà, j'attends que vous participiez au concours. Je vous remercie en tout cas de votre présence. Je vous remercie aussi de vous mettre sur ce chemin-là. Et moi, j'aime beaucoup aussi vous féliciter de ça parce que je sais que les premiers petits pas, quand on est parent d'enfants au potentiel et qu'on se dit « Ouais, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller écouter cette micro-classe? Est-ce que j'ai vraiment besoin de suivre ces conférences ?» C'est les premiers petits pas qui coûtent et je vous assure que la suite, elle est toujours beaucoup plus facile que ce qu'on imaginait. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la rencontre inspirante ou dimanche pour la deuxième micro-classe. Je vous embrasse. Mélanie, Sophie, Bertrand, merci d'avoir été là. Et puis les autres aussi, merci d'avoir pris ce temps-là. Passez une bonne soirée et surtout, prenez soin de vous et de vos enfants. Les deux, pas l'un ou l'autre. Bye bye.